taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Thierno Alassane Sall, bonjour. Bonjour Baye Oumar Gueye. Vous êtes le président autour de TAS 2024. Nous sommes le dimanche 25 février 2024. L'histoire retiendra que ce jour de scrutin n'a pas eu lieu au Sénégal. Quelle première réaction? Mais c'est un jour triste. C'est un jour qui restera dans les annales de l'histoire comme la première fois où une élection aussi importante que l'élection président de la République a été reportée sans raison objective, pour des raisons fallacieuses. Il y a seulement un mois, en recevant une délégation de recalés, de candidats recalés, le 24 janvier, le président de la République lui-même avait dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne souffrent d'aucun recours et que le 25 serait effectivement le jour de l'élection présidentielle. Il avait même fait un communiqué à cet effet. Et sans crier gare, sans aucune raison valable, moins de 10 jours plus tard, il s'adressait aux Sénégalais pour dire « J'arrête le processus et je sors un décret sur la base de présomption et avant même que la loi ne fût votée à l'Assemblée nationale. » À 10 heures de l'ouverture de la campagne électorale. À 10 heures de l'ouverture de la campagne électorale. Mais on devrait s'attendre dans un pays sérieux, avec un président de la République qui prend sa parole au sérieux, de nous produire mais des preuves irréfutables de ce que les allégations qui l'ont conduit à prendre un acte aussi grave, qui correspond pratiquement à une cassure de la République, qu'ils produisent des preuves effectivement qu'il avait raison. Mais jusqu'ici, ce qui est déplorable et grave, c'est que ça semble être simplement une simple volonté du président de la République d'interrompre le processus. Parce que les accusations sur lesquelles il s'est étayé pour agir d'une façon aussi grave auraient dû être produites, étayées de preuves devant le peuple. Mais surtout, le plus grave, c'est que par la suite, il y a eu la décision du 15 février, 1C 2024, du 15 février. Le lendemain, le président a fait encore un autre communiqué, le 16 février, en disant, communiqué dont je vais lire une séquence, en disant à la dernière phrase que non seulement il prend acte de cette décision et qu'il va, mais à cet effet, le chef de l'État mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Signé à Dakar le 16 février 2024. Les consultations ont pris non pas les meilleurs délais, puisqu'il va les engager que demain, 26 février, 10 jours après. Entre-temps, il a fait des consultations à gauche, à droite, 10 jours. Il dit les meilleurs délais pour conduire des consultations pour aboutir à maintenant 10 jours de réflexion pour aboutir à ces consultations. Ça veut dire que le président de la République croit qu'il est le maître des horloges du pays. Alors que le pays dispose d'une constitution qui est la référence en cette matière. Mais le président de la République fait fi de la constitution. La première fois qu'il a voulu la modifier, il savait très bien que le Conseil constitutionnel allait déclarer cette loi anticonstitutionnelle. Mais il comptait sur la complicité du Conseil constitutionnel. On ne sait pour quelle raison. En procédant à une révision qui est expressément et de manière très claire interdite par la Constitution. Et en prolongeant son mandat de manière claire, en faisant croire aux gens qu'il faisait une dérogation ou je ne sais quoi. Donc, quand le Conseil constitutionnel, par sa décision 1C, a dit « j'annule le décret », la loi est anticonstitutionnelle, on se retrouve dans le cadre de la Constitution telle qu'elle a toujours existé avant la modification. Et qui impose donc au président de la République de prendre sans délai les dispositions pour que le processus qu'il avait arrêté reprenne.
Il n'avait même pas besoin d'injonction du Conseil constitutionnel à cet égard. Mais il a pris 10 jours pour organiser à partir de demain lundi des pseudo-consultations, alors qu'il aurait pu directement fixer la date, y compris si de besoin, en consultant le Conseil constitutionnel et en consultant les candidats. Et à quel jeu nous invite ce président de la République? Malraux dit quelque part, André Malraux, l'écrivain, dit quelque part, tôt ou tard, la vie finit par faire de nous ce pourquoi nous sommes faits. Le président de la République a voulu faire croire aux Sénégalais que c'est un grand démocrate. En réalité, non seulement il n'est pas un démocrate, on y reviendra, mais il a voulu s'accrocher à un troisième mandat, il a compris en un moment donné que ce serait très risqué. Mais il semble avoir regretté d'avoir renoncé. Et il se dit aujourd'hui, puisque la confrontation eût été de toute façon inévitable, j'aurais dû faire cette confrontation sur le troisième mandat. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans tous ses discours. Chaque fois il revient, oui, j'ai renoncé au troisième mandat, oui, alors que j'avais droit. Mais c'est son inconscient qui parle, qui nous révèle beaucoup sur le fait qu'il n'a jamais voulu renoncer au troisième mandat. Et il s'est dit, puisque je ne peux pas avoir un troisième mandat, je me fais un rabiot d'1 an. Et cette année-là, au bout d'1 an, il aurait pu encore invoquer 1000 prétextes pour se donner une autre rallonge. Donc, nous sommes face à un homme qui ne veut pas céder le pouvoir. Et si vous voyez bien, son discours du 22 dernier est très clair. Mon mandat finit le 2 avril, ça c'est incontestable, il ne peut pas le changer. C'est des mathématiques. À chaque fois, il invoque, oui, ma mission se termine le 2 avril, mais c'est consigné dans la Constitution. A-t-on finalement besoin de le proclamer? Mais c'est pour immédiatement dire que, oui, mais puisqu'il n'y aura pas à cette date de président élu, et puisqu'il est difficile d'organiser des élections et d'installer un nouveau président au 2 avril, il faut qu'on trouve des solutions. C'est pourquoi il a régulièrement répété durant sa rencontre avec la presse l'article 36.2 de la Constitution. Oui. Maintenant, c'est clair pour tous Sénégalais. Et pour tous ceux qui doutaient, et pour tous ses amis qui voulaient nous montrer que c'est un grand démocrate, que Macky Sall n'a rien à faire de la démocratie. Quand le Conseil a dit en 2016, non seulement de la démocratie, mais de certaines valeurs, même de sa parole. Je suis désolé de parler comme ça, parce qu'on parle d'une institution de la République. Mais quand le Conseil quand il a donné sa parole, en 2012, en disant je ferai qu'un mandat de 5 ans, il s'est appuyé sur les décisions du Conseil constitutionnel pour dire que ma parole, moi, en tant que Macky Sall, ne vaut pas plus que la Constitution. Je suis obligé de me plier à la Constitution. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Qu'il aurait pu avoir d'autres solutions. Oui. Par exemple, démissionner au bout de 5 ans. Oui. Mais il n'a jamais envisagé autre chose que de dire « je respecte la Constitution ». Quand le président gambien a violé non pas la Constitution du Sénégal, Yaya Jammeh, mais la Constitution de Gambie, il s'est autorisé à envoyer l'armée sénégalaise en Gambie pour dire que je remets fin aux turpitudes de Yaya Jammeh, parce qu'il ne respecte pas la démocratie. Alors, M. Macky Sall dit, le Conseil constitutionnel a décidé dans les meilleurs délais, mais moi je vais prendre 10 jours de récréation pour réfléchir à comment organiser mon dialogue. Et à partir de demain, lundi 26, je vais organiser le dialogue et inviter des interlocuteurs qui ne s'entendront jamais. À quoi sert un dialogue où les interlocuteurs ne vont jamais s'entendre? Mais la question ici, Thierno Alassane Sall, c'est de se demander justement la légitimité d'un dialogue devant une décision du Conseil constitutionnel. Ça nous rappelle le boulanger Gbagbo. On a toujours dit que Gbagbo c'est quelqu'un d'atypique, un être sorti de nulle part. Mais on a peut-être en version soft, parce que l'histoire et la situation du pays diffèrent. Mais de quelqu'un qui peut toujours rouler les gens dans la farine. Oui, parce que les gens aussi répondent. Est-ce que vous y serez pour ce dialogue? Non, nous avons dit très clairement que nous n'y serons pas. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal... Quand vous dites vous, c'est la coalition des candidats FC 25, oui. Le front des candidats pour l'élection du 25 février. Oui. D'ailleurs, nous avons décidé tout à l'heure d'aller au terrain Khariala pour voter avec un bulletin noir
en signe de deuil de la démocratie sénégalaise. Parce qu'on ne peut pas nous priver d'un droit aussi fondamental que notre droit de respirer. Notre existence n'a pas de sens si on n'a pas de droit, si on est enchaîné par le seul désir de Macky Sall. Et pour revenir à la question du dialogue, ce que le Conseil lui a dit, c'est fixez-nous une date. Ce que la Constitution lui dit, c'est fixez-nous une date et dans les meilleurs délais. M. Macky Sall dit, je ne peux pas fixer de date. Pour le faire, j'ai besoin de dialoguer avec des gens qui, de par la décision du Conseil constitutionnel, n'ont plus de voix au chapitre, c'est-à-dire les candidats recalés. Spoliés, on peut jouer sur les termes, mais en l'état actuel, juridiquement du terme, ils sont recalés, ils ne font plus partie du jeu. Moi, je suis spolié aussi, quelque part. Mais on peut jouer sur les termes, on peut y revenir. Il va inviter au dialogue, il dit, des acteurs de la société civile. Il a l'habitude d'inviter à son dialogue un monde interlope, des gens loufoques, excusez-moi, qui lui diront demain que oui, monsieur le président, vous êtes le meilleur, le plus beau, le plus gentil, le plus joli, et que si vous quittez le 2 avril avant que votre successeur ne soit élu, la République sera plongée dans une instabilité parce que le monsieur qui pourrait vous remplacer n'a pas votre expérience, ni votre étoffe, ni etc. etc. Et donc, on vous prolonge. C'est pour ça qu'il organise. Mais dans l'article 36 alinéa 2, il faut qu'il attende justement l'élection de son successeur. Mais c'est pourquoi il sabote l'élection. On a dit, le FC25 a, dans une déclaration en date récemment du 22 février, si je ne m'abuse, a dit de manière très claire que M. Macky Sall entreprend de saboter les élections. C'est pourquoi il a pris 10 jours pour organiser les consultations qu'il annonce depuis le 16 février. Il dit, à cet effet, le président mènera les consultations sans tarder, les consultations nécessaires. Il joue la montre. Mais il joue la montre pour qu'on morde sur les délais du 2 avril. Et qu'il puisse donc se retrouver dans la situation où il n'y a pas de président installé. Et qu'il, de facto, il prolonge son mandat. Par le biais de l'article 36 alinéa 2. Oui. Et d'ailleurs, il a très clairement dit aussi, ça peut, après on verra, parce qu'il y a le ramadan, il y a l'hivernage, mais ça veut dire que ce que le Conseil a dit que c'est impossible de prolonger son mandat, il le prolonge tout en disant oui non, je veux pas prolonger mon mandat parce que j'aurais pu faire un troisième mandat. Tôt ou tard, disait Malraux, je le répète, la vie fait de nous ce pourquoi nous sommes faits. Tout homme finit par révéler sa véritable nature. Macky Sall a révélé sa véritable nature. Quelle est cette idée de nous plonger dans une république qu'on ne peut même plus comparer à quelque autre république au monde? Mais justement, décrivez-nous son plan finalement. Dites-nous vraiment à quoi devrons-nous s'attendre avec ce président de la République. Mais on a déjà tout vécu. Le pire, mais toujours une marche de plus dans l'enfer. Puisque, c'est-à-dire concrètement, dans toutes les républiques quel est le chemin pour vous qui est attendu? Oui, dans toutes les républiques du monde. Je dis d'abord ce qu'il a déjà fait qui est grave. Dans toutes les républiques du monde, c'est l'opposition ou la presse ou d'autres qui jettent l'anathème sur le gouvernement ou le chef du gouvernement. Ici, l'accusateur en chef qui organise avec son groupe parlementaire l'accusation contre le Premier ministre, c'est le président de la République. Il y a aussi le groupe parlementaire libéral à l'Assemblée. Ensuite, oui, l'initiative vient du groupe parlementaire avec le groupe Benno associé. Oui. Ensuite, pour que notre humiliation en tant que peuple soit plus grande, il dit que même le Conseil constitutionnel est susceptible et corrompu à travers deux juges, que les décisions ont été prises sur des bases fallacieuses. C'est pourquoi je disais au départ, il n'a apporté aucune preuve. Et pour ce faire, pour arriver à déstabiliser le Conseil constitutionnel et créer une fausse crise, il s'allie avec un groupe parlementaire qui est dirigé depuis le Qatar par un homme convaincu de parjure. Mais vous vous rendez compte de la situation ubuesque, kafkaïenne dans laquelle on se trouve? C'est-à-dire qu'un homme qui, avec son groupe parlementaire, se met en alliance avec un autre groupe dirigé depuis le Qatar par un parjure, double parjure, et qui a l'outrecuidance d'accuser sans preuve et d'arrêter un processus
Et le moins qu'on aurait pu exiger, parce que c'est ce qui avait été, oui, je ne vous coupe pas, c'est ce qui avait été annoncé. On nous a parlé de tentatives de corruption. Mais nous demandons les preuves. Il n'y a pas de preuves aujourd'hui. Mais nous demandons les preuves parce que s'il n'y a pas de preuves... C'est ce qui avait été annoncé au départ. Mais nous demandons, nous exigeons les preuves. Le peuple doit exiger les preuves. Parce que s'il n'y a pas de preuves, ça veut dire que M. Macky Sall s'est amusé un beau matin à inventer des alibis pour arrêter le processus électoral, à mettre le pays à feu et à sang, parce que je fais remarquer qu'il y a eu quand même des manifestations graves et sanglantes. Oui, et à risquer de bloquer le pays dans le chaos pour son plaisir et sur la base de fausses allégations. On ne peut pas laisser passer une situation comme ça sans réaction. Il nous faut les preuves. De savoir que les juges... Les soupçons de corruption avaient été annoncés à l'Assemblée nationale. Dans un rapport de la commission des lois, page 3 du rapport de la commission des lois que j'ai lu, et qui a provoqué le scandale en moi, parce que si le groupe parlementaire, si le gouvernement du Sénégal est dirigé par un corrompu, la première chose à faire par le groupe parlementaire, c'est de demander une motion de censure à l'Assemblée nationale. Ça aurait été ou alors facile, non? Le président de la République de le renvoyer, ou le monsieur de démissionner. Mais on nous plonge dans une situation kafkaïenne qui pousse des jeunes à descendre dans la rue. 4 morts, des destructions de biens. Le pays qui aurait pu plonger dans le chaos, lui-même l'a dit, il a dit, si on ne fait pas attention, c'est des forces organisées qui vont venir prendre notre relève. Et alors, tout ça, on laisse passer, on va encore enterrer le dossier par une accusation. On dit le procureur a pris, donc la commission d'enquête parlementaire s'arrête, le procureur a pris les choses en main. Mais pourquoi n'a-t-on pas commencé par le procureur de la République? Voilà son plan. Son plan, ce n'était pas le procureur de la République, c'était la commission d'enquête parlementaire pour immédiatement dire que il y a une crise entre le Parlement qui ne fait plus confiance au Conseil constitutionnel, ça me donne le droit d'intervenir et de stopper le processus. C'était ça son prétexte. Prétexte qu'il a de lui-même retiré. Le lendemain, au lieu d'aller laisser la commission d'enquête parlementaire aller jusqu'au bout, dire que oui, on a reçu une proposition de loi de notre groupe complice, c'est-à-dire le groupe Wallo. Le groupe Liberté Démocratie, qui mal nommé Liberté Démocratie et je ne sais quoi d'autre là. Il n'y a ni liberté ni démocratie dans ce groupe-là. Alors finalement, on a voulu, selon vous, créer une crise qui n'en est pas une. À quelle fin alors finalement? Parce que, vous savez, l'histoire du Sénégal se répète comme disait quelqu'un en citant Hegel. L'histoire se répète souvent la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. En 62, les événements qui ont agité l'Assemblée nationale, c'était une tragédie. C'était une différence de vision entre deux façons de gérer le Sénégal. Des lignes politiques. C'était le choc de titans. Mamadou Dia qui voulait un Sénégal nationaliste, de progrès, etc. Senghor qui était aligné dans une vision plus France-Afrique. Et des députés qui ont choisi chacun son camp. Oui, mais ça, c'était des débats d'envergure. Depuis 2000, le Sénégal est dans une autre trajectoire qui a fini par plomber notre démocratie et l'image de marque du Sénégal. Et cette tragédie s'est retrouvée à une farce parce que ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale est indigne d'une république. Et j'avais dit, dès qu'on mettait en place la commission d'enquête parlementaire, ce que vous voulez, c'est reporter des élections. Mais ce qui nous arrive, c'est qu'on a la classe politique sénégalaise. Mais regardez ceux qui dirigent l'Assemblée nationale. Mais absolument rien à comprendre. Quand vous donnez une république à des gens, et c'est aussi la responsabilité des intellectuels, des cadres, des autres de ce pays, quand on abandonne la politique à des gens qui n'auraient jamais, s'ils étaient à Sud, ceux qui se disent journalistes, ils auraient rampé avant d'arriver quelque part. Tout à fait. Ceux qui se disent ingénieurs ou techniciens, ils auraient rampé avant d'arriver dans leur corps de métier à ISO. Ils deviennent tout d'un coup du jour au lendemain ministres. Ils ont sous leur férule la République, les caisses de la République, l'Assemblée nationale de la République, où ils votent des lois dans tous les sens qui les conviennent. Parce que s'il y avait de grands hommes dans cette Assemblée nationale, ils auraient arrêté le président. On n'aurait pas besoin de conseil constitutionnel. On lui aurait dit que ce que vous voulez nous faire faire est impossible parce que l'article 103 de la Constitution dit qu'on ne peut pas prolonger votre mandat. Vous suivez votre émission Objection qui reçoit Thierno Alassane Sall autour de la coalition TAS 2024. Le dialogue, il est annoncé pour demain. Quelle est la pertinence de ce dialogue finalement?
si la perspective est de choisir une date pour l'organisation de la présidentielle, Thierno Alassane Sall, vous, de la coalition des candidats FC25, vous avez dit non à ce dialogue aujourd'hui. Alors, quelle valeur, finalement, ce dialogue peut-il avoir? Le plus drôle d'ailleurs, c'est que nous avons de nouveaux porte-parole. Nous avons découvert que l'un des ministres du gouvernement est allé chez un de vos confrères à une émission un vendredi pour dire que nous allons participer au dialogue. Alors, donc, nous avons dû faire des démentis parce que le ministre dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué en disant que nous avons été invités, que nous allons rencontrer au CICAT, le centre Abdou Diouf de Diamniadio, que nous allons rencontrer le président à 11h en prélude de l'ouverture du dialogue. Mais nous avons dit, mais nous n'y serons pas. C'est en Wolof, en français, en allemand, on l'a dit dans toutes les langues, en arabe, en poulard. On n'y sera pas. On ne veut pas de son dialogue. On veut d'une date des élections. Deuxièmement, vous savez, non seulement il cherche à faire prolonger son mandat, mais en nous vendant l'histoire du dialogue et donc de l'amnistie derrière, le président de la République ne cherche rien moins qu'à se soustraire tous ses amis qui peuvent être impliqués dans des dossiers. Rappelez l'affaire Petrotim. Combien de fois je suis venu ici dire que c'est le premier gouvernement, le premier président qui documente les méfaits qui ont été faits sous son magistère au pétrole et au gaz du Sénégal de manière extrêmement grave. Le rapport de l'inspection générale d'État de septembre 2012 documente de manière précise les actes posés par chacun. Alors, pointé. Oui, le document existe. On ne dira pas demain que c'est un autre régime, il y a une chasse aux sorcières, etc. Il suffit de prendre le document et de le mettre à jour. Première chose. Et vous craignez que tous ces faits fassent partie justement des faits qui déterminent la nouvelle loi portant amnistie? Très certainement. Ah oui? Parce que déjà en 2019, quand j'écrivais le livre Protocole de l'Élysée, j'avais dit que Macky Sall ne partira pas sans s'assurer qu'une loi d'amnistie viendra couvrir ces faits-là. Je l'ai écrit en 2019. Bon. En plus, il s'est ajouté beaucoup d'autres choses, comme l'affaire du Prodac. L'affaire du rapport sur le Covid, 1000 milliards. Rapport fait non pas par des journalistes d'investigation ou par l'opposition, mais par la Cour des comptes du Sénégal. Et qui reste sans réponse. Il s'est ajouté des crimes de sang, des destructions de biens. On nous a présenté des gens qui viendraient de l'étranger. On a emprisonné des centaines de gens qu'on est en train de libérer dans des conditions atroces. Il y a eu, tout dernièrement, 4 jeunes morts. Vous croyez qu'on peut passer par une loi d'amnistie pour faire enjamber les tombes de ces jeunes selon l'humeur du président de la République? Vous croyez que ça, on va le laisser faire? Thierno Alassane Sall, vous craignez une confiscation de l'expression démocratique? Mais c'est ce qu'il tente de faire, mais vous avez vu le peuple d'or. Et je dois signaler, bonne nouvelle pour la démocratie, que quand Macky Sall fait dire à ces gens que nous allons venir au CICAT, c'est parce qu'il sait bien, au dialogue, c'est parce qu'il sait bien qu'il a de moins en moins de marge de manœuvre. Ah oui. Pourquoi en venir à dire que, attention, il y a des forces organisées? Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure, aucun pays sans doute, dans son désastre, il y a des pays qui ont vécu des drames plus violents, plus sanglants, on ne souhaite pas en venir là, mais d'un ridicule aussi clair, peu de pays, où le président de la République s'assoit dit, si vous ne faites pas attention, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Non, mais j'ai un Premier ministre à qui je renouvelle ma confiance, mais qui a potentiellement été indexé par l'Assemblée nationale comme un corrompu, un pourri, que les magistrats du Conseil constitutionnel, etc. Mais non, mais le ridicule n'a jamais été atteint. Pour vous, l'argument avancé ne se justifie point. Mais il ne suffit pas d'accuser, d'ailleurs il l'a dit lui-même. Et c'est là où on mesure, je ne sais pas comment qualifier les mots qu'il utilise, Macky Sall, s'il se rend compte. Il a dit même, oui, mais l'accusation, il ne faut pas oublier qu'il y a la présomption d'innocence. L'accusation ne veut pas dire que c'est prouvé. Mais pourquoi n'a-t-il pas attendu donc des preuves pour prendre son décret? Mais parfois on se dit,
Est-ce qu'il se rend compte que en 2 mois, depuis le 24 janvier, en 1 mois, il a donné aux Sénégalais à voir la réalité de son moi profond, de qui il est profondément. Il avait réussi jusqu'ici, à coup de dialogue, à coup de faire intégrer certains opposants dans son gouvernement, etc., à gérer, comme on dit, et à se polir une certaine image. Aujourd'hui, le monde entier voit que le roi est nu. Et que tel qu'il est, exactement, je suis désolé, il n'y a rien de personnel, mais c'est une caractérisation d'un témoin pour l'histoire. Un témoin qui vit les choses à réel. Pour l'histoire. Vous avez mal? Profondément mal. Parce que on ne pouvait pas s'attendre après tout ce qu'on a vécu. L'Afrique a mal pour nous. Le monde a mal pour nous. Oui, pour le on Sénégal. était présentés comme quand même. Et puis on se dit, mais nos amis qui sont partout nous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut arriver? Mais qu'est-ce qui lui arrive pour que tout d'un coup, à la veille du début de la campagne électorale, sur la base des accusations aussi fallacieuses et sans attendre même que la loi fût votée. Vous avez vu la tentative d'explication qu'il a présentée l'autre jour. Oui, si on avait commencé la campagne, ça aurait été difficile de la prouver. Il aurait dû dire non, j'ai eu tort parce que, en fin de compte, la campagne serait déroulée, il n'y aurait eu aucun problème puisqu'il n'y a aucune preuve et que le Conseil constitutionnel dit que je n'aurais pas dû arrêter. Mais c'est ça ce qu'il aurait dû dire. Et parfois, le modèle dans lequel il organise le débat fait qu'on ne peut pas même lui rétorquer. Il y a certains de vos confrères qui ont voulu lui dire attention, mais c'est vous qui aurez dû vous présenter des excuses puisque vous n'auriez jamais dû prendre une disposition sans vous assurer que, puisque vous êtes le président, puisque vous avez tous les moyens d'investigation, que les moyens sont avérés et que votre acte ne sera pas retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais vous n'aurez pas une campagne électorale, vous dites oui, non, mais si on avait laissé faire la campagne électorale, et si on avait laissé faire la campagne électorale, aujourd'hui, on serait en train de voter. Vous seriez en train de faire une couverture spéciale, pas de faire une émission objection. Une première dans notre démocratie, une première dans l'histoire de ce pays. Et Bayoumar, oui. Quelqu'un qui ne peut pas faire le dialogue chez lui, dans sa maison. C'est-à-dire que l'APR est en lambeau. Ah oui? Qu'est-ce que fait dire cela? Mais vous savez bien qu'il y a des infos ou... Et vous savez bien que maintenant, à l'heure de Internet et de WhatsApp, tout fuite. Vous avez entendu même les femmes je ne dirais pas se crêper les chignons parce que ce ne serait pas gentil, mais se crêper les moussords entre pro-Amadouba, pro-Macky Sall. Dans le gouvernement, il y a des pro-Amadouba, pro-Macky Sall. Oui, celui qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son propre gouvernement dit que venez au dialogue pour mettre de l'ordre dans le pays, qu'il commence à remettre de l'ordre dans son propre gouvernement, qu'il commence à mettre de l'ordre dans son propre parti, diviser. D'ailleurs, même les partis de gauche qui étaient avec lui ont signé une déclaration, LD, PIT, etc., pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur le fait que vous vouliez toucher à la Constitution et reporter les élections. Il y a quand même certains qui acceptent d'aller le rejoindre dans son dialogue. Oui, bien sûr. Oui. Il y a toujours, il y a jamais l'unité de ce monde. Mon grand frère, que je me garderai de nommer, celui qui veut être candidat à la place du candidat, Khalifa à la place du Khalif, lui, il voudrait bien qu'on reprenne le processus à zéro. Oui, suivez mon regard. Oui, mais allez-y, soyez concret. C'est qui? Vous parlez de qui? Mon grand frère que je ne veux pas nommer. Ah, mais le salue au passage, il se reconnaîtra. Mais vous pouvez le nommer, vous l'avez Mon autre grand frère de Thiès. On ne sait pas qui il est, ils sont nombreux quand même. Oui, surtout qu'ils ont tous mon grand frère de Gossas. Ils sont deux. Finalement, vous en avez deux grands frères. Oui, mon grand frère de Thiès. Oui. Lui aussi, il sera au dialogue. Vous avez parlé de Idrissa Seck et de Boun Abdallah Dionne. Oui. D'ailleurs, vous remarquerez le silence assourdissant d'Idrissa Seck. Ah ouais? C'est aussi mon ami, pas mon ami, mon grand frère, pour qui j'ai une certaine affection. Et je pense que lui et son parti méritent mieux que ça. Méritent mieux que dans ces moments historiques où la démocratie est piétinée, qu'ils aillent faire les figurants, parce que si on était allé à 20, qu'est-ce qui va arriver? Il y a 19 candidats. Même entre 19 candidats, on ne se serait pas entendu. Il y aurait des gens qui voudraient qu'on repousse l'élection.
Boun Dionne s'est très clairement prononcé là-dessus. Hein. Je le taquinais au passage, mais il s'est très clairement prononcé pour qu'on repousse les élections. Pour les raisons qu'on peut deviner aisément. Oui, il a évoqué les soupçons de fraude qu'on doit clarifier. Mais on sait bien les raisons personnelles qui poussent à dire ça. Et donc, en tout état de cause, les 19 ne seraient pas entendus. Et il dirait, déjà, vous voyez, les candidats entre eux-mêmes ne s'entendent pas, donc moi, je vais jouer l'arbitre. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à arbitrer dans son camp, qui n'arrive pas à arbitrer dans son gouvernement, qui n'arrive pas à arbitrer avec son propre Premier ministre, qui n'arrive pas à dialoguer avec son propre Premier ministre, qui veut faire dialoguer la République. Mais on est comme je disais, dans une situation des plus ubuesques. Le Sénégal ne mérite pas ce comble de ridicule. Il faut qu'il arrête. Mais justement, le dialogue aura lieu. Quel dialogue? Oui, il y aura un cinéma comme on sait le faire si bien dans ce pays. Après, pour sortir quoi? Des conclusions déjà attendues. Ah oui? Que oui, il faut qu'on lui permette de continuer le mandat au-delà. Pourquoi il dit qu'il va consulter le Conseil constitutionnel sur est-ce que je pourrais continuer à m'asseoir sur le fauteuil trop moelleux là, sur lequel je suis assis, après le 2 avril, jusqu'à ce qu'on nomme mon successeur. Ils vont proposer une nouvelle date. Et la nouvelle date qu'ils vont proposer, il n'y aura aucune surprise dessus, il nous l'a déjà dit, tiendra compte du ramadan, de l'hivernage, de la possibilité qu'il y ait le volcan qui est là-bas en Islande qui jette crache des fumées. Tout ça va être pris en compte. Qu'il neige à Thiès. Tout ça, ça va être pris en compte dans sa nouvelle date pour pouvoir éventuellement dire qu'on renvoie au mois de juin ou juillet comme il l'avait annoncé, comme un des entre guillemets anciens escrocs qu'il reçoit maintenant l'avait annoncé sur des radios internationales. Vous vous rendez compte vous craignez un recommencement et je termine sur l'idée. Il avait dit qu'il va aller consulter le Conseil constitutionnel quand il aura fini cette cuisine-là. Mais comme je dis, Macky Sall ne se rend pas compte que quand il parle au peuple sénégalais, qui est un peuple majeur et éveillé, le peuple lui dit, mais monsieur, vous vous rendez compte que vous refusez d'exécuter une décision du Conseil constitutionnel numéro 1C, que vous avez pris 10 jours pour soi-disant lancer vos consultations. En refusant d'exécuter cette décision, vous refusez de vous plier à la Constitution et vous voulez aller consulter le Conseil constitutionnel pour qu'il vous fasse à nouveau une autre décision qui vous plaise. Tant que la décision que le Conseil constitutionnel va sortir ne plaira pas à M. Macky Sall, il va trouver les moyens nécessaires pour faire des consultations ou des acrobaties pour faire une nouvelle consultation jusqu'à ce que le Conseil sorte enfin la décision qui lui plaise ou en tout cas qu'on atteigne les délais qui l'intéressent. Ce serait trop facile. Cette situation est exclusivement due à M. Macky Sall qui s'est réveillé le 3 février qui a dit « je vais bloquer le processus ». Tout ce qu'il en résulte comme délai dépassé, etc. et de son ressort. Ce n'est pas une catastrophe naturelle qui nous est arrivée, ce n'est pas la guerre, c'est rien, c'est Macky Sall, aucune crise institutionnelle. C'est sa responsabilité. Et demain, il faudra bien que les gens lui demandent compte sous ce rapport-là. Oui, quand vous dites ainsi que tous ceux qui l'aident à cette poursuite effrénée, à cette course folle effrénée qui nous mène vers le gouffre. Ils seront traduits devant l'histoire. Il faut qu'ils répondent. Parce que sinon, mais dans 5 ans, dans 10 ans, un autre apprenti sorcier qui croira qu'il a la force, surtout s'il est populaire. Parce que vous avez vu les États-Unis. Qu'est-ce qui a empêché M. Trump de réussir son coup qu'il avait essayé à le Capitole? C'est parce qu'il y a une démocratie qui fonctionne. Parce qu'il y a des institutions fortes. On est en train de le suivre. Mais dans nos pays-là, vous avez demain un populiste qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui est populaire. Qu'est-ce qu'il fera? Mais il délayera les élections, il reportera les élections, il n'y aura même pas, puisque le peuple sera avec lui. Non, que le peuple soit avec vous ou pas, que vous soyez le plus populaire du pays ou pas, quand votre mandat est terminé, quand la Constitution dit que vous en avez fait 2, vous partez. Et la seule référence, c'est la loi. Et si, et si on ne règle pas cette question pour cette fois définitivement, demain il y aura des apprentis forcés. Alassane Sall, est-ce que vous craignez un recommencement du processus électoral? Il n'y aura pas de recommencement du processus. Et si c'est le cas, comment agir de votre côté? Il n'y aura pas de recommencement du processus électoral parce que ça signifierait qu'il n'y a plus de constitution. La décision
numéro 2E du 20 S'impose. janvier, S'impose, qui oui. désigne la liste des 20 candidats, qui a été amendée par la décision numéro 4E du 20 février, qui, après le retrait d'une des candidates, désigne les 19 candidats. Cette décision s'impose et même le Conseil constitutionnel ne peut pas la changer. Elle fait partie aujourd'hui de l'ordonnancement juridique du Sénégal qu'il faut exécuter. Ne pas l'exécuter serait un coup d'État et ils n'ont aucun point d'appui pour remettre en cause cette Alors décision. pour vous, finalement, à quoi servent ces dialogues? Le dialogue a pour vocation de permettre à M. Macky Sall de prolonger son mandat, premièrement. Deuxièmement, s'il y réussit, de se débarrasser de son candidat et d'en mettre un autre. Troisièmement, de faire une loi d'amnistie qui couvre ses arrières et qui, sous couvert maintenant de mansuétude générale, de dialogue Sénégal, il faut qu'on s'entende. Non, une république, c'est les lois. Une république ne peut pas passer notre temps. Et on a vu d'ailleurs la première amnistie de l'affaire Maître Sey, ce que ça nous a coûté. Maintenant, l'histoire nous a appris qu'on n'aurait jamais dû faire cette amnistie-là. Et l'histoire nous a appris que peut-être il y a eu mal donne quand on a apprécié cette affaire-là sous la pression populaire. Alors, oui, Thierno Alassane Sall, aujourd'hui, vous avez expliqué les tenants et aboutissants. Vous êtes revenu sur les enjeux. Aujourd'hui, se dessine la perspective. Les enseignements tirés d'une expérience pour en déterminer les leçons pour que nul n'en ignore et que le Sénégal sorte de cet épisode. Alors, vous êtes candidat, oui, président de la coalition TAS 2024. Votre vision est dégagée pour un Sénégal meilleur. Alors, nous allons ce matin nous arrêter sur vos propositions sur le plan institutionnel et sur le plan de la gouvernance. Oui, Thierno Alassane Sall, sur le plan institutionnel, que proposez-vous aux Sénégalais qui nous écoutent une fois élus à la tête du Sénégal? Cette crise montre de manière très nette la nécessité d'une réforme profonde de nos institutions. On l'avait déjà, cette nécessité-là se faisait pressante, mais la crise montre que le président est trop puissant dans ce pays-là. Qu'il faut donc limiter ses pouvoirs de manière assez conséquente. On l'a dit et redit, notre engagement ferme est de l'appliquer cette fois-ci. On a signé la charte des assises nationales dernièrement et on a fait mieux que pratiquement tous les candidats. Je suis le seul à avoir dit pourquoi en 2012, malgré les assises nationales, malgré un gouvernement, une coalition Benno Bokk Yakaar où il y avait l'essentiel des assisards, avec même des journalistes et autres qui ont intégré le gouvernement qui venait des assises, on n'a pas pu réaliser les promesses des assises, c'est parce qu'on a laissé le président le temps. Et on ne l'a pas inséré dans un agenda. Nous, ce que je propose, c'est qu'il y ait un agenda précis en disant les réformes à faire seront faites dans 18, 20 mois, 16 mois, que sais-je, mais il y aura un groupe d'experts multiparitaire, multipartite, c'est-à-dire gouvernement, opposition, experts de la société civile, toutes les personnes que je salue au passage, à une élection autre, qui montrent que la Constitution n'est pas l'affaire du président de la République ou des seuls politiques, mais de tout le monde, vont être intégrés, vont nous proposer un schéma institutionnel sur la base de nos propositions, sur la base des chartes des assises nationales, des conclusions de la CNRI, dire que voilà les réformes fondamentales qu'on va faire. Si cette commission multipartite s'entend, je m'engage à ne changer aucune virgule. Et peut-être même on ferait venir quelques experts de la sous-région, Mali, Niger, parce que aussi ils ont de très bons constitutionnalistes et des politiques qui ont l'expérience de leur vécu. Première chose. Deuxième chose, un agenda. Troisième chose, on dira une évaluation par la même commission, peut-être à un format plus restreint, en disant vers ce que les réformes à faire sont faites intégralement et dans les délais. Jaune, c'est pas fait intégralement ou c'est pas fait dans les délais, mais c'est pas la faute du gouvernement, de l'exécutif. Rouge, c'est que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Ça doit être très clair. Et parmi les réformes fondamentales, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus dirigé par le président de la République qui n'a rien à voir là-bas, pas plus que le judiciaire
ne figure pas ou ne siège pas au Conseil des ministres ou dans les instances du gouvernement, le gouvernement n'a rien à faire dans le Conseil supérieur de la magistrature. Par contre, il sera composé pas que de magistrats, mais il y aura d'autres professionnels comme des profs d'université, peut-être des avocats, l'ordre des avocats, les notaires, les greffiers. On verra. Il faudrait que la proposition vienne nous, on a nos propositions dans la corbeille, il faudrait que les propositions soient renforcées. L'Assemblée nationale sera le mode d'élection des députés sera réformé, le règlement intérieur sera réformé pour que l'initiative des commissions d'enquête puisse être beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que si le bureau ne veut pas examiner une proposition de mise en place de commission d'enquête, et si la conférence des présidents ne veut pas, rien ne se fait. Alors que vous avez un rapport comme le rapport de la Cour des comptes sur le Covid qui dort. Vous avez l'université qui a été fermée pendant des mois. Oui. Vous avez des mutilés de guerre, des milliers dans ce pays qui se plaignent que leur sort n'est pas pris convenablement alors qu'ils ont donné leur sang pour ce pays. Mais ils méritent d'être écoutés, entendus et que leurs préoccupations soient prises en compte, plutôt que ce soit toujours les préoccupations politiciennes qui sont prises en compte. Donc il y aura une réforme profonde de l'Assemblée nationale. Mais deuxièmement, ce que nous voulons faire, c'est une révolution numérique. Je n'aurai pas le temps peut-être de détailler comment cette révolution numérique sera articulée dans chaque domaine, c'est-à-dire dans la santé, parce que nous voulons faire du Sénégal la clinique de l'Afrique de l'Ouest. Baye Omar, vous trouvez normal que nous formions des professeurs ou des spécialistes marocains, tunisiens, et puis après, que nous allions en Tunisie ou au Maroc nous soigner ou en France? Qu'est-ce que nous allons trouver là-bas que n'existe pas au Sénégal? Ce n'est pas les ressources humaines de qualité puisque nous les formons, nous contribuons à les former. Donc ce qui n'existe pas là-bas, c'est les plateaux médicaux de qualité. Nous allons, sur la base d'un partenariat public-privé, mettre l'accent sur des investissements massifs dans le domaine médical. Parce que, vous voyez, l'un des handicaps majeurs, c'est d'abord le foncier. Que pourtant on donne des centaines d'hectares à des privés qui en font ce qu'ils veulent. En oubliant les vrais acteurs, en oubliant les artisans, en oubliant les etc. Donc nous allons, l'État va offrir des garanties aux personnels médicaux qui vont s'organiser, de santé, qui vont s'organiser dans des GIE ou dans des sociétés privées, de manière à ce que l'État apporte les garanties bancaires pour construire, pour investir, et que donc on ait un plateau médical digne, et qu'on soit un pays qui attire des malades de la sous-région, qui puisse soigner les malades dans un programme qui va être étudié en collaboration avec d'autres pays, pour que les médecins étrangers puissent venir ici de temps en temps faire des vacations et faire un transfert de connaissances s'il le faut dans certains domaines où on a encore besoin de compétences, et que donc le tourisme médical soit non plus, le Sénégal ne soit pas un pays qui une réalité au Sénégal, mais en même temps, nous allons faire en sorte que la prévention soit la base de la politique. Si vous êtes malade, que vous êtes, même si vous n'êtes pas malade, si vous êtes dans un coin perdu du Sénégal, loin des centres médicaux, vous n'allez au poste de santé puis à l'hôpital que quand vous sentez des douleurs qui deviennent insupportables, et en général c'est mauvais signe. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont le diabète, qui ont l'hypertension, qui ont le glaucome, qui ont toutes sortes de maladies qu'on peut prévenir à temps, surtout à partir de 40 ans. Nous allons mettre des hôpitaux mobiles avec un personnel militaire, sages-femmes, infirmiers, médecins, qui vont être formés d'ailleurs de manière à raccourcir la durée de formation, parce que je trouve qu'en Bac+8, on doit pouvoir former un spécialiste vrai au lieu d'après faire, etc. La santé communautaire. Et aller donc dans les zones profondes, reculées du pays avec ces camions et ces véhicules hôpitaux pour pouvoir aller trouver les gens et faire de la prévention. Parce que la prévention coûte beaucoup moins cher. C'est avec quoi on soigne un malade pourrait servir à prévenir la maladie de 10 autres personnes. Et quand vous allez dans le monde rural, vous voyez des familles entières où il y a des gens qui ont tous le glaucome et qui ont perdu la vue, ou d'autres qui ont tous l'hypertension qui sont devenus... Accessibilité financière et géographique. Oui. Et l'accessibilité financière sera bâtie aussi sur l'amélioration du pouvoir d'achat du monde rural. Je vais vous donner un exemple très simple, Omar. Quand vous allez dans le Nioro ou dans le Bawol ou Saloum, vous verrez des gens qui, au mois de juillet, pendant la période de soudure, vendent leur kilo de mil. Je donne l'exemple du mil, mais c'est toutes les spéculations, à 150 francs le kilogramme. Au même moment, au mois de juillet-août, le kilo de mil coûte ici 600 francs. 4 fois plus cher.
Alors, qu'est-ce qui explique cette situation anachronique alors que le kilo de riz qui quitte Vietnam, qui arrive ici, ne subit pas une multiplication par deux de son prix? Parce que le système de transport est éclaté, parce que le pauvre paysan n'a pas de ressources et brade sa récolte future, et parce que... Donc, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte d'organiser les paysans en coopérative. Vous savez, les femmes qui sont dans le monde urbain et rural sont organisées en GIE, en tontines, les fameuses caisses qui ont débuté d'ailleurs dans le monde rural, puisque avec ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Ces femmes, au lieu que leur argent dorme sous les lits ou dans des armoires avec les 3 tchabis-là, nous allons faire une banque populaire des femmes et des artisans et autres, qui va, sur la base des groupements, aller acheter aux paysans le kilo de riz, le mil, à 250 francs, ce qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat, le revenu du paysan. Sur ces 250 francs, on va prendre 10 francs ou 25 francs pour la couverture maladie et pour d'autres investissements nécessaires. Et 25 francs de plus de transport, parce que nous avons organisé le système de transport comme les systèmes de transport Yango, Itch, de sorte à pouvoir savoir où aller et amener directement chez les coopératives de femmes. C'est 25 francs par kilo. Ça fait 275. Avec 300 francs, on peut vendre dans les groupements de femmes. Et les femmes auront 25 francs. Et c'est comme ça qu'on fera en sorte que les femmes de Pout, par exemple, qui ont leurs fruits qui pourrissent entre leurs mains parfois, aient des ressources pour acheter des machines qui leur permettent de faire le jus de fruits. Vous voulez parler de l'industrialisation, la chaîne de valeur? Chaîne de valeur, mettre la logistique et aussi renforcer toutes ces actions par des plateformes numériques qui permettent de voir que à Latmingué, il y a du riz, dans Akayar, il y a de l'oignon à tel prix, et voilà les plateformes de femmes à côté qui veulent acheter parce qu'elles ont leur argent dans les banques et qui achètent en gros, et que donc on réduise. Parce que l'autosuffisance, pour ne pas parler de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est une de nos préoccupations majeures et intégrée dans notre... Pas de développement sans... On ne peut pas avoir 240 000 hectares de terres irrigables, arables, sur lesquelles on peut cultiver du riz et être incapable de nous nourrir. Vous savez, le Bangladesh, quelqu'un me faisait remarquer, c'est 148 000, 150 000 km². C'est 165 millions d'habitants. Ils sont autosuffisants. Nous avons plus que... Nous avons plus que la superficie du Bangladesh. Nous avons plus de terres arables que le Bangladesh. Nous sommes moins nombreux que le Bangladesh. Nous n'arrivons pas à produire suffisamment de riz. Le modèle économique est excellent. Alors, Thierno Alassane Sall, parlons aussi de la distribution des richesses tirées de l'exploitation pétrolière. C'est le dernier aspect sur lequel nous devons discuter aujourd'hui. Oui, il est attendu quand même, justement, les premières exploitations. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette exploitation? Que retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le communiqué du gouvernement, conjoint du gouvernement du Sénégal et de la Mauritanie, qui disent que les coûts de production vont être multipliés probablement par 2. En tout cas, vont augmenter de manière drastique, 70% au minimum. Et que la part du Sénégal et de la Mauritanie, qui était déjà très faible, je l'avais dit, écrit. Ça, personne ne peut le contester. Que c'est la part du Sénégal et de la Mauritanie qui était déjà très faible vont encore être plus maigres. Je vous fais observer qu'avant même que le gouvernement du Sénégal ne porte cette critique grave, les recettes attendues pour l'année 2024, si on avait démarré en 2023, comme prévu, c'était 250 milliards de francs CFA pour le pétrole et pour le gaz réuni. Ça veut dire que ce qu'on aurait eu, c'est ce qu'on paie chaque 2 mois comme service de la dette. Ça veut dire, on est en train de parler de pétrole, de gaz, comme si ce sera la manne venue du ciel pour sauver le peuple dans le désert, comme les Hébreux quand ils... Mais en réalité, 250 milliards 250 milliards étaient inscrits dans le budget de 2023 et de 2024 comme perspective pour l'ensemble de l'année pour le pétrole et le gaz réunis. Là, quand ils disent que nos recettes vont diminuer, ça veut dire qu'on va toucher combien? 100 milliards? 150 milliards? Mais voilà une vaste supercherie. Je l'avais déjà écrit et j'aurais préféré avoir tort, mais j'avais déjà dit, c'est noir sur blanc dans le protocole de l'Élysée, que les Sénégalais vont déchanter quand ils verront les premières recettes venir
et quand on va leur annoncer, parce que toute cette histoire a été très mal montée. Et parmi ceux qui... le départ, oui. Et parmi ceux qui disaient que oui, il faut écouter, revoyez les vidéos. On est dans le monde de l'Internet aujourd'hui et tout le monde peut avoir accès. Revoyez les vidéos du Premier ministre Boun Dionne qui m'a succédé comme ministre de l'Énergie en même temps. Revoyez les vidéos de l'ensemble des ministres de l'Énergie, y compris du président de l'Assemblée de l'époque, y compris de tous les sachants qui voulaient mettre un couvercle sur les puits du pétrole du Sénégal et qu'on ne sait pas ce qui est en train de s'y passer. Tous, ils nous disaient, on a la chance d'avoir un président géologue, ingénieur qui a la meilleure formation, on tirera les meilleurs revenus possibles. Il se trouve que monsieur lui-même, le président de la République lui-même, dit qu'il a été grugé. Ah oui? Ah ben, que dit le communiqué? Il dit qu'on nous a trompés. Le meilleur géologue, le meilleur ingénieur en pétrole, comme disait le Premier ministre, candidat. Trompés par qui? Mais ils disent qu'ils ont été trompés par BP et Cosmos, BP. En tout cas par les opérateurs de cette affaire. Ils ont été trompés par BP? Mais c'est ce que dit le communiqué. Ils veulent auditer. Ils veulent auditer pour savoir pourquoi ces surcoûts considérables. BP qui s'est retiré d'ailleurs Oui, bien sûr. de l'affaire, sans même en disant je vous abandonne mes parts, je vous les donne gratis et je m'en vais. Je donne à Cosmos et je m'en vais, je ne demande rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'il y a vitesse et précipitation. Vous savez, on n'a pas besoin d'être un ingénieur géologue ou un ingénieur, parce que la gestion des projets relève d'abord du bon sens et de la gestion de projet. Après, comment on va forer le prix, etc., c'est l'affaire des géologues ou des géophysiciens, etc. Mais ce qui est important, c'est que quand on découvre du pétrole ou du gaz, des hydrocarbures, il faut d'abord que le pays ait le sérieux de s'attacher les services des cabinets internationaux indépendants qui puissent l'assister. D'abord dans la phase de certification, pour savoir si les réserves annoncées sont effectivement celles qui sont données par l'opérateur. En général, qui n'a pas le même intérêt que le pays. Ensuite, quand il propose un modèle de production, il faut qu'on puisse challenger ce modèle de production par des compétents. Alors, je vous dirais que en décembre 2016, j'étais à Washington avec une équipe du gouvernement du Sénégal, avec la Banque mondiale qui avait mis des experts à notre disposition, qui avait dit à Cosmos que ce que vous voulez faire sera une catastrophe pour le gouvernement du Sénégal. Il y avait Mamadou Faye dans la délégation. Il y avait des gens de Petrosen, j'ai oublié quelques-uns, mais il y avait Mamadou Faye, DG de Petrosen, dans la délégation. Ils ont dit que ce sera une catastrophe. Les gens de Cosmos se sont fâchés, mais moi j'ai appris ce que je voulais apprendre. Qu'il me faut un cabinet qui nous assiste. On a laissé faire Cosmos parce qu'on voulait que le premier puits de pétrole et de gaz sorte pendant que le président Macky Sall est au gouvernement, est encore président, pour qu'il puisse entrer dans l'histoire. Eh bien oui, il entrera dans l'histoire, mais c'est comme celui qui nous a privés d'une part substantielle de nos recettes pétrolières. Alors oui, cette loi sur l'OFNAC qui a été justement renforcée, je rappelle que le projet avait été mené par la présidente sortante, Mme Senou Ndiaye Diakhaté, et qui avait justement entrepris ce projet, qui avait finalisé et déposé à l'Assemblée nationale. Alors, finalement... Vous vous souviendrez que je m'étais interrogé quand on a voulu remplacer la CREI par l'OFNAC, par une brigade financière, un pool financier, de l'émotion que j'avais eue à l'époque. Mais ce qui est important, c'est que quel que soit le régime des lois qu'on vit, on a eu la déclaration de patrimoine, tout ça. Qu'est-ce que ça a fondamentalement changé depuis 2012, l'OFNAC, etc. Qu'est-ce que ça a fondamentalement changé dans la lutte contre la corruption? On a le rapport Covid de 1000 milliards. Vous savez ce que ça a changé, toutes les lois du pays? C'est que celui qui est au pouvoir peut utiliser la justice et les lois pour emprisonner qui il veut et laisser, rapport Covid encore une fois, qui il veut. Et c'est ça qu'il faut qu'on change dans ce pays. Qu'il y ait une véritable justice indépendante qui traque, y compris, et c'est notre proposition, que le président de la République, qu'on précise de manière très claire ce que c'est que la haute trahison, y compris le président de la République en exercice. Parce que
Les gens me disent non, il ne faut pas toucher au président de la République en exercice parce que ça peut créer l'instabilité. Je l'avais dit à un étudiant dans une conférence que j'animais là récemment. J'ai dit, mais et si le président se comporte comme un dictateur, ce n'est pas l'instabilité. Nous y voilà. La haute trahison doit être précisée de manière à dire que si le président, de manière délibérée, veut faire des lois anticonstitutionnelles en pleine connaissance de cause, et pour plonger le pays dans la situation dans laquelle on est, c'est la haute trahison. Mais tant qu'on n'aura pas redonné la justice son poids, et tant qu'on sera dans ce régime-là, on le verra, quelles que soient les lois, ce n'est pas la force des lois qui compte, c'est la force de ceux qui appliquent les lois avec objectivité. Quand je dis appliquent les lois, ce n'est pas que le président, c'est la justice, c'est etc. Tous les sachants, parce que la justice n'avait pas besoin d'être freinée par le président de la République, pour le juge d'instruction peut se saisir du rapport du Covid. Alors, mais pourquoi ils ne le font pas? Le combat contre l'impunité, le combat contre l'impunité. Mais le combat contre l'impunité passe nécessairement, encore une fois, par des réformes profondes de notre système judiciaire. Je disais, en Israël, le Premier ministre tout puissant qu'il est, Netanyahou, il est poursuivi pour plusieurs charges. Vous prenez l'engagement? Mais c'est le sens de notre combat. Ce pays-là, oui, la République des valeurs. Oui. Moi, j'étais membre du gouvernement. J'aurais pu être là-bas à faire des calculs comme les autres, rester à attendre. Non, quand j'ai vu que le compte n'y est pas, je suis parti. On m'a accusé à l'époque d'être impétueux. Maintenant, on se rend compte que tout ce que j'avais dit, documenté, est absolument vrai. Et les gens se rendent compte même que c'est bien pire. Parce que personne n'a attendu au 25 février 2024 qu'on ne puisse pas voter. Alors, la République va au-delà de nos personnes. Alors, ce dimanche, oui, on avait commencé par ce dimanche comme jour de scrutin. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je ne sais pas comment ça va se terminer. Parce que c'est un rapport de force. Voilà. Mais en tant que musulman, en tant que croyant, en tant qu'homme de foi qui croit au combat que je mène, je dis, il y a eu des moments sombres dans les histoires où on pensait que la victoire est lointaine, alors que la victoire était proche. Quand les musulmans sont allés pour la Mecque en venant de Médine, après 6 ans d'exil ou 8 ans, je ne me souviens plus exactement, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, vous allez voir la Médine, j'ai vu en songe que nous allons arriver à la Mecque, que nous allons faire le pèlerinage. Et puis après, vous savez, toute l'histoire, ils n'ont pas pu aller. Ils ont cru que la victoire serait lointaine. Alors que c'est ce jour-là qu'ils ont eu la victoire. Ce serait trop long à expliquer, mais c'est ce jour-là, au traité de Hudaybiya, qui avait été contesté par beaucoup de compagnons du prophète et qui a valu la sourate Al-Fath, la victoire d'être révélée, d'une des plus belles sourates du Coran. C'était dans les moments les plus critiques, les moments les plus sombres de l'histoire des gens, où beaucoup avaient perdu leur foi parce que le prophète leur avait dit, voilà la Mecque. Et ils voyaient les lumières de la Mecque la nuit quand ils campaient. Et on leur a dit, on fait demi-tour parce que cette année, on ne fera pas le pèlerinage. Ils ont cru que jamais ils n'étaient aussi éloignés de la Mecque. Alors que l'année d'après, les portes de la Mecque allaient s'ouvrir à eux sans combat et sans couvrir. Je vous dis que Macky Sall va partir et le Sénégal est plus grand que lui et que nous gagnerons. C'est ma conviction intime. Comment? Parce que nous allons résister, parce que nous avons foi et parce que Dieu est avec nous. Thierno Alassane Sall, merci. Merci. Président de la coalition TAS 2024, qui était l'invité d'objection de ce dimanche. Je vous rappelle cette date, 25 février 2024. Hélas, il n'y a pas eu jour de scrutin. Oui, c'est ce mot que nous refermons l'émission d'objection de ce dimanche avec comme invité le président de la coalition TAS 2024. Encore une fois, merci beaucoup. Merci et j'espère qu'il y aura d'autres beaux dimanches devant nous. Certainement, et s'il plaît à Dieu. Il y a des jours pour pleurer et il y a des jours pour gagner. L'Ecclésiaste dans la Bible. Merci encore une fois pour ce rappel. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5, et bien vous avez bien raison. L'information continue dans quelques secondes. Place à Maodo Faye, son invité. Au revoir et à dimanche prochain. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam
dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé